Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être présents pour cette Agora des présidents avec Pascal Imbert qui est président du directoire de Wavestone. Alors ma première question, Pascal Imbert, ce sera Wavestone. Moi j'avais l'habitude de vous voir sous le nom de président du directoire de Solucom. Alors pourquoi ce changement de nom? Je pense que ça n'est pas, je pense et je sais aussi que ça n'est pas uniquement un changement de nom, mais que ça recouvre aussi un changement assez important du périmètre de la société et même un peu de ses métiers. Absolument. Solucom, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le début de l'aventure de Wavestone. Vous avez aimé Solucom. Vous aimerez encore plus Wavestone. Ce changement de nom, il est la conséquence d'une opération que nous avons faite en tout début d'année 2016. En janvier 2016, Solucom avait fait l'acquisition des activités européennes de Kurt Salmon, un cabinet de conseil en organisation et management très connu en France et en Europe. Cette opération a été une opération transformante qui a amené à profondément bouleverser la proposition de valeur de Solucom, à très largement la compléter, à la remonter vers des décideurs d'ailleurs de plus haut niveau chez nos clients. Une nouvelle proposition de valeur, c'est-à-dire une nouvelle offre, une nouvelle taille. C'est une opération qui a amené le groupe à acquérir 2/3 de son chiffre d'affaires en plus, une présence internationale beaucoup plus large. Et donc, il était important de faire savoir à nos clients, à nos parties prenantes, que le groupe avait changé de profil, d'où ce changement de nom. Alors la question qu'on se pose quand il y a une intégration de cette taille-là, hein, puisque c'est une société, vous l'avez dit, qui vous a fait augmenter de 2/3 votre taille, est-ce qu'on opte pour une coexistence parce qu'il y a une culture différente et puis là il y avait des métiers qui étaient tout de même un peu différents, vous allez sans doute revenir là-dessus, ou est-ce qu'on opte pour une intégration complète? Nous avons opté pour une fusion complète des équipes, mais nous n'appelons d'ailleurs pas ça une fusion. Nous avons opté pour la recréation d'un nouveau cabinet de conseil construit à partir de l'ensemble des compétences de Solucom et de Wavestone. C'était très important d'intégrer l'ensemble des compétences dans le cadre d'une même entreprise, dans le cadre d'un même modèle opérationnel, parce que la raison du rapprochement entre Solucom et Kurt Salmon, c'est une très grande complémentarité de compétences. Solucom, c'était du conseil très orienté vers les technologies, vers le digital, vers l'innovation. Kurt Salmon, c'était du conseil, je l'ai dit, en organisation management, très centré sur le cœur de métier de nos clients dans chacune des industries, dans la banque, dans l'industrie, dans les services publics, dans les transports. Et ce qui nous intéressait dans le cadre de cette opération, c'était de marier cet ADN métier de Kurt Salmon avec l'ADN innovation et digital de Solucom pour faire un nouveau cabinet de conseil qui ait toutes les compétences permettant d'aider les entreprises à entrer dans l'ère du digital. Et donc, essayer de jouer sur cette complémentarité, ça veut dire réunir toutes les équipes dans la même entreprise, combiner très étroitement les compétences pour apporter cette valeur nouvelle qui est possible par le rapprochement des deux compétences. Et alors, comment la mayonnaise a pris entre les deux? Parce que vous l'avez dit, c'était deux métiers différents et c'est deux profils de consultants différents. D'un côté, effectivement, c'est des ingénieurs. De l'autre, c'est plutôt des managers, des gens, je ne sais pas, qui ont fait de la psychologie, de la sociologie, des choses comme ça. C'est pas forcément évident de marier les deux cultures. Alors, comment ça s'est passé? Et puis, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Éventuellement, les heureuses surprises aussi auxquelles vous avez été confrontés. Et puis, à plus long terme, quels sont les challenges à venir? Alors, déjà, ce rapprochement, il y a quelque chose qui nous a servi dans le cadre de cette opération. C'est que ce rapprochement, ce que je viens d'expliquer, le mariage entre le digital et la compétence conseil en management, c'est un rapprochement qui est extrêmement logique, c'est une évidence. Et d'ailleurs, nos clients nous l'ont dit. Dès qu'on a annoncé cette opération, ils ont dit ça a beaucoup de sens. Vous êtes en train de construire un cabinet de conseil qui correspond exactement à ce dont nous avons besoin. Et vous avez des clients anciens de Solucom qui ont élargi leur palette d'intervention tout de suite en prenant l'offre ex-Kurt Salmon qui est devenue l'offre Wavestone? Absolument, dans les deux sens. Des clients Solucom qui ont acheté des compétences nouvelles parce qu'il y avait une très grande logique à prolonger la prestation que nous étions en train de réaliser pour eux avec des compétences de Kurt Salmon, et encore plus dans l'autre sens.
des clients qui faisaient appel à Kurt Salmon pour se faire conseiller sur leur stratégie et qui très naturellement, dans les phases suivantes de l'intervention de Kurt Salmon, se sont dit mais maintenant que vous avez les compétences permettant de traduire cette stratégie en chantier technique, digitaux, innovation, présentez-nous vos collègues de Solucom, on va pouvoir travailler ensemble. Et donc ça a été un levier très fort qui a tout de suite donné du sens. Ce n'était pas un rapprochement financier, ce n'était pas un rapprochement de consolidation, ce n'était pas un rapprochement défensif. Toutes les équipes ont tout de suite compris qu'il y avait de la valeur à générer dans le cadre de ce rapprochement. Par ailleurs, les consultants sont des gens curieux, sont des gens qui aiment découvrir des choses nouvelles, et c'est également quelque chose qui nous a servi, qui a permis de finalement faire briller les yeux de tous les consultants, aussi bien chez Solucom que chez Kurt Salmon, en disant mais c'est merveilleux, on a accès à de nouvelles expertises qu'on va pouvoir vendre à nos clients. Donc ça, c'est le côté bonne surprise. Ça, c'est le côté bonne surprise. Le revers de la médaille. Mais pour autant, les rapprochements entre entreprises sont toujours compliqués. Tout a un prix. Et dans un rapprochement entre cabinets de conseil, on peut dire que, à mon avis, il y a un seul facteur clé de succès, c'est le facteur humain. Et c'est le fait d'arriver à embarquer le capital humain dans le cadre du nouveau projet. On y a assez bien réussi, mais pas totalement. On a quand même eu du turnover, en particulier dans les équipes de Kurt Salmon, dans la période de construction de Wavestone, avec un turnover qui, au premier semestre, s'est élevé à 27% en rythme annuel. Donc c'est un rythme élevé, même si dans le conseil, on a l'habitude d'avoir des rythmes de départ élevés. Et ça s'est ralenti depuis ? Et ça s'est ralenti. À partir du moment où on a annoncé, lancé Wavestone, on a fait atterrir le nouveau cabinet, petit à petit, on a vu qu'on embarquait des équipes dans le cadre du nouveau projet. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va bientôt être derrière nous. À côté de ça, la création de Wavestone, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit sur le marché. C'est un cabinet qui est attractif et ça nous a permis, en même temps que nous perdions un certain nombre de compétences, de recruter avec beaucoup de facilité pour arriver à remplacer les expertises perdues. Et alors, du côté des challenges à venir, qu'est-ce qu'on peut... quelle est la feuille de route ? Alors, on a des challenges qui sont, d'une part, à très court terme, installer la marque Wavestone sur le marché. C'est toujours un pari. Le fait de changer la marque, c'est un petit risque. Et donc, nous passons en ce moment beaucoup d'énergie à expliquer Wavestone à l'ensemble de nos parties prenantes. Nous avons fait une campagne de communication qui, d'ailleurs, continue en ce moment et qui permet de développer la notoriété du nom Wavestone. Les autres challenges, c'est de démontrer la valeur que nous sommes en train de créer grâce à ce rapprochement, c'est d'arriver à convaincre nos clients que nous tenons la promesse que nous leur avons faite. Et puis, c'est un challenge de performance opérationnelle. Kurt Salmon avait des performances opérationnelles, et en particulier une rentabilité qui était moins bonne que celle de Solucom. À nous de montrer que grâce à la valeur créée, effectivement, nous revenons rapidement à la marge opérationnelle de Solucom, et surtout que nous la dépassons dans le futur. Et c'est possible ça, ou est-ce que compte tenu des activités un peu différentes, les activités ex-Kurt Salmon ont logiquement une rentabilité plus faible, ou est-ce que ça venait d'une organisation qui était peut-être moins efficiente que celle de l'ex-Solucom ? Autrement dit, logiquement, les activités de Kurt Salmon doivent avoir à terme la même rentabilité que celle du reste du groupe Wavecom ? Oui, alors la différence... ne parlez pas de Wavecom parce que Wavecom n'était pas une histoire très heureuse en bourse, et donc Wavestone serait une histoire beaucoup plus heureuse. La rentabilité de Kurt Salmon était un petit peu inférieure, mais il n'y a rien de structurel, c'était un élément conjoncturel, donc rien n'empêche effectivement de revenir au niveau de rentabilité que connaissait historiquement Solucom, et surtout nous sommes dans une optique offensive sur le plan de la rentabilité, c'est-à-dire que notre objectif dans les années qui viennent, c'est progressivement de hausser la rentabilité du tout vers les meilleurs niveaux du marché. On avait fixé il y a quelque temps un objectif à moyen terme qui est d'aller vers un niveau de rentabilité de 15% de marge opérationnelle contre 12 à 13% historiquement pour Solucom. Ça reste un objectif d'actualité, et d'ailleurs à la fin du mois de novembre, nous allons présenter un plan stratégique à horizon 2020 ou 2021 qui va permettre de fixer des étapes nous permettant de converger vers cet horizon de rentabilité à 15%. Alors, vous aviez effectivement présenté un plan, mais c'était avant l'acquisition de Kurt Salmon, donc il y aura une actualisation là dans quelques jours.
Un des objectifs du plan, c'était de monter à l'international parce qu'effectivement, Solucom était une société assez française. Avec l'acquisition de Kurt Salmon, c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus large au niveau périmètre international, mais pas beaucoup plus. Vous n'êtes pas encore, vous êtes encore loin de votre objectif. C'est-à-dire que l'acquisition de Kurt Salmon n'a pas permis d'atteindre cet objectif. Il a permis d'en atteindre d'autres, mais pas celui-là. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine? Est-ce que c'est de la croissance interne, des acquisitions éventuellement? Oui, l'acquisition de Kurt Salmon, je dirais, nous a simplement permis de mieux nous préparer à cet objectif de développement international. Mais pour autant, Wavestone, c'est encore 90% du chiffre d'affaires en France, 10% à l'international. Et donc ça, c'est bien sûr une ligne qu'il faut que nous fassions bouger dans les années qui viennent. Le point intéressant, grâce au rapprochement avec Kurt Salmon, c'est que nous sommes déjà présents dans les zones dont nous pensons qu'elles sont clés pour le développement international de Solucom, au-delà du Royaume-Uni où Solucom était déjà. Nous sommes maintenant aux États-Unis, nous sommes en Asie, des zones où manifestement le futur des grands cabinets de conseil va se situer. Et donc nous avons besoin de grandir dans ces zones en organique dans un premier temps, à partir des points de présence que nous avons déjà établis, puis par des build-up, suivant un modèle de développement qu'avait longtemps pratiqué Solucom avec beaucoup de succès et auquel je crois beaucoup, qui est une combinaison d'une croissance organique soutenue et de build-up siglé, c'est-à-dire de petites acquisitions de cabinets de conseil qui permettent à la fois d'accélérer la croissance et progressivement d'étendre la proposition de valeur de Wavestone dans les zones dans lesquelles nous sommes implantés. Et il y a un marché de petites sociétés acquérées parce qu'on a quand même constaté que les sociétés de conseil deviennent de plus en plus grosses. Donc, est-ce qu'il reste encore des petits qu'on peut agréger facilement et en particulier sur des marchés importants comme les États-Unis? Oui, le marché du conseil est un marché qui a eu tendance à se consolider vers le haut. Vous avez raison, il y a des cabinets de conseil de plus en plus grands qui se constituent et Wavestone fait partie de cela. Mais en même temps, c'est un marché qui se régénère extrêmement vite. Le marché du conseil, c'est un marché dans lequel il y a assez peu de barrières à l'entrée. Il est assez facile de démarrer une nouvelle activité. Et donc, il y a un tissu extrêmement vivant de petits cabinets de conseil sur des cycles de 3 à 5 ans. On voit vraiment des générations de cabinets de conseil qui se reconstituent. Et donc, nous avons effectivement des viviers que nous avons commencé à explorer dans certaines zones géographiques de cabinets de conseil qui pourraient constituer des cibles intéressantes pour notre développement futur. D'accord. Et en termes d'internationalisation, vous vous êtes fixé des objectifs chiffrés. Alors, ce sera peut-être dans le cadre du plan du 3 novembre, mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques tendances? Alors effectivement, nous prévoyons de donner des points de repère à l'occasion de la publication de notre plan stratégique, mais pour fixer les ordres de grandeur, nous voulons plus que doubler, largement plus que doubler notre chiffre d'affaires réalisé à l'international dans les 3-4 années qui viennent. Donc c'est vraiment un développement très offensif qui va être un développement concentré. Nous ne voulons pas aller partout. Par contre, nous voulons faire grossir très rapidement des positions clés à l'international. Alors on va parler un petit peu de bourse pour finir. Le parcours de Solucom puis de Wavestone a été assez beau. Et puis on a touché un point haut mi-octobre. Depuis, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle est votre interprétation là-dessus? Et puis, est-ce que ça va repartir? Alors, d'abord, effectivement, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à partir du moment où nous avons annoncé la création de Wavestone et l'acquisition de Kurt Salmon. Il y a un point qui a été assez surprenant, c'est que ce projet il a été acheté tout de suite par les investisseurs et il a été immédiatement valorisé par les investisseurs d'une manière qui m'a surpris, qui a surpris un certain nombre d'investisseurs. Ça nous met la pression, ça veut dire que c'est vraiment un acte de confiance très fort avec une progression du coup l'année dernière de 85% du titre. Et même si nous avons un petit peu baissé dans les dernières semaines, une progression qui est encore de 17% depuis le début de l'année. Alors pour autant, effectivement, il y a eu une respiration et on avait atteint des progressions encore plus fortes en 2016 et on s'est replié vers du 17%. Comme vous avez pu le voir, je pense, on a maintenant revenu sur des bases plus solides, on repart légèrement en croissance. Et je pense que ce qui va donner le signal du redémarrage du cours, c'est la démonstration que nous devons faire que le projet crée de la valeur et que nous arrivons à surmonter les difficultés inhérentes à ce type de projet. J'ai parlé par exemple du turnover ou de la rentabilité un petit peu inférieure de Kurt Salmon, mais que rapidement, au-delà de ces difficultés conjoncturelles, la valeur stratégique de la création de Wavestone est en train de se révéler. Et ça, je pense que c'est les toutes prochaines publications qui doivent permettre d'en faire la démonstration progressivement. Et ce sera ça
sans doute le signal qui va permettre de complètement valoriser le potentiel de Wavestone dans le cours de bourse. Très bien. Merci Pascal Imbert. Et puis donc rendez-vous le 3 novembre déjà pour avoir une vision à moyen terme, horizon 2020-2021. Alors, vous avez dit le 3 novembre, c'est J'ai dit le 3 novembre, mais c'est le 3 décembre. Le 3, le 3 novembre. Non, le 29 novembre au soir, nous publions nos résultats semestriels et à cette occasion, nous donnerons effectivement des points de repère à horizon 2021. Mais ça sera donc c'est le 29 novembre au soir. Voilà, j'avais tout faux. Merci à vous pour votre assistance et merci Pascal Imbert pour votre présentation.